Aujourd'hui, nous allons explorer l'île la plus mystérieuse et la plus isolée de la planète. Depuis des siècles, les grandes têtes en pierre ou moai de l'île de Pâques sont une énigme, aussi bien pour les voyageurs que pour les archéologues. Qui a construit ces statues colossales et pourquoi? Et comment des hommes ont-ils découvert il y a 1500 ans cette minuscule île dans le Pacifique sans l'aide de compas ni de cartes? Comment s'est développée cette culture? Et quelles sont les causes de son déclin? Pour le découvrir, je vais partir en pirogue sur l'océan. Explorer des grottes et des cratères et me lancer dans une épreuve rituelle épuisante. Cette fois encore, nous irons jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Je suis prêt à nager dans ces eaux infestées de requins. Bonjour, je suis Josh Berstein. L'île de Pâques est un endroit exceptionnel. C'est l'île habitée la plus isolée de la planète. À 4000 km de l'Amérique du Sud et 2500 km de la Polynésie, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, est un tout petit bout de terre perdu au milieu du Pacifique. Elle ne mesure que 17 km de long sur 11 de large. Et la question qu'on se pose immédiatement, c'est comment des hommes l'ont-ils un jour découverte au milieu de l'océan? Nous savons seulement qu'un jour, des Polynésiens sont arrivés sur ces côtes. La datation au carbone 14 nous apprend qu'ils ont abordé l'île vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Même pour des habitants du Pacifique, l'île de Pâques devait ressembler au paradis. On y trouvait des forêts profondes et de grandes étendues d'eau douce. Le sol était très fertile et l'océan regorgeait de poissons. La population s'est agrandie au cours des années jusqu'à compter 20 000 habitants au XIVe siècle. C'est alors que la situation s'est dégradée. Quand des explorateurs hollandais arrivent en 1722, ils découvrent un peuple affamé et une civilisation en plein déclin. Une catastrophe naturelle a décimé le peuple de Rapa Nui et détruit ses traditions et sa culture. Il ne reste plus que 2000 habitants et beaucoup des grandes statues, les moai, ont été abandonnées. Sur le plan écologique, l'île est ravagée. C'est à peine si on y aperçoit encore un arbre. Que s'est-il passé? Pour comprendre comment Rapa Nui en est arrivé là, je vais commencer mon enquête par le début. Les moai ne représentent qu'une des nombreuses énigmes que pose l'île de Pâques. On peut aussi se demander comment ceux qui les ont sculptés sont arrivés ici. Découvrir ce petit bout d'île au milieu du Pacifique, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Il faut un coup de chance incroyable ou un talent exceptionnel. Au 5e siècle, des Polynésiens qui veulent fuir les guerres qui ravagent leurs îles surpeuplées se lancent sur l'océan. Ils partent de Tahiti et des îles Marquises. Leur périple est sans doute le plus étonnant qui ait jamais été accompli. Embarqués dans des pirogues à balancier sans compas ni carte, ils parcourent l'océan à la recherche de nouvelles terres. Vers le sud, ils découvrent la Nouvelle-Zélande et vers le nord, Hawaï. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont aussi fait 2500 km dans leurs embarcations pour découvrir ce petit bout de terre que nous appelons l'île de Pâques. Comment ont-ils réussi? Pour le savoir, je vais rencontrer un navigateur émérite, Hugo Teavehe. C'est magnifique, Hugo. Je suis Josh. Bonjour. Hugo est accompagné de ses amis du club de pirogue de Rapa Nui. Il participe à des courses dans toute la Polynésie. Je suis entre de bonnes mains. Nous quittons la plage pour filer droit vers le large. Super. Je commence à me rendre compte de ce que c'était. Cette pirogue à balancier est une embarcation traditionnelle. Les Polynésiens ont toujours fixé un balancier ou un flotteur parallèlement à leur bateau. Quand on aborde des eaux plus agitées, je comprends pourquoi. Sans cela, nous serions renversés en quelques secondes.
Très vite, nous avons le rythme et le bateau file. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'apprends que tout est une question de cadence. Il faut aller à la même vitesse que les autres. Et plus on y déploie d'énergie, plus on avance. Aujourd'hui, nous ne ferons que quelques kilomètres. Je n'arrive même pas à imaginer ce que ça peut être de passer des semaines sur un bateau à parcourir des milliers de kilomètres. C'était un sacré boulot. Je pense à ces navigateurs polynésiens partis des îles Marquises il y a 15 siècles en mettant le cap vers l'est. Selon la légende, leur roi s'appelait Otumatua. Ce qui m'intrigue, c'est comment, après des semaines en mer, ils ont pu apercevoir cette île minuscule. Je pose la question à Hugo. Sans carte, sans aucun instrument, ils devaient avoir toutes sortes d'astuces pour survivre à cette traversée. Bien sûr. La nuit, par exemple, ils plongeaient les pieds dans l'eau. Ainsi, ils pouvaient sentir la houle. Elle se dirige vers la terre, et quand elle bute sur une île, elle revient comme une petite vague. C'est étonnant. Otumatua et ses hommes pouvaient donc sentir à des kilomètres la petite vague renvoyée par le rivage. Ils étaient à l'écoute de la moindre variation du vent ou du courant. Ils observaient le déplacement des oiseaux et des étoiles. Et c'est en rassemblant toutes ces informations qu'ils parvenaient à se guider sur le vaste océan. Au 5e siècle, ils arrivent sur une île qu'ils appelleront Rapa Nui et que l'on renommera plus tard l'île de Pâques. Ils ont passé des jours et même des mois en mer avant de découvrir, grâce à leur connaissance des éléments, ce magnifique coin de paradis où ils décident de s'établir. Pendant des siècles, les courageux Polynésiens sont partis explorer les mers. Quand ils découvraient de nouvelles terres, ils rentraient faire leurs rapports et les îles étaient bientôt colonisées. On y amenait les femmes et les enfants, on y apportait des plantes, des animaux, afin d'en prendre entièrement possession. En arrivant, Otumatua a sans doute invoqué les dieux et les anciens pour asseoir son règne sur sa nouvelle patrie. Il a sans doute compris que ses sujets pourraient y prospérer. Mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'un jour, il se produirait une catastrophe. Je vais maintenant explorer une carrière, lutter avec une statue et en sculpter une, tout en cherchant des indices de la mystérieuse catastrophe qui a dévasté l'île. En 1722, quand les premiers Européens arrivent sur l'île de Pâques, ils découvrent un paysage désertique, ravagé écologiquement, ainsi qu'une civilisation sur le déclin. Que s'est-il passé? C'est pour répondre à cette question que j'ai exploré cette île minuscule en plein Pacifique. La découverte de Rapa Nui par les navigateurs polynésiens au 5e siècle après Jésus-Christ est une des énigmes les plus passionnantes de l'histoire de l'humanité. 10 siècles plus tard, une catastrophe ravage l'île. Pourquoi et de quelle façon? J'ai entendu une théorie surprenante. La production intensive et le transport des fameuses statues de l'île auraient précipité la crise écologique. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir le groupe de Moai le plus important. Il se situe à 13 km de la seule ville de l'île, Ngaroa. Le mieux, c'est de s'y rendre à cheval. Me voilà enfin devant les Moai, que l'on appelle Tongariki. C'est incroyable. Je vais rencontrer quelqu'un qui devrait m'aider à les comprendre.
Sergio Rapu est archéologue et il est né sur l'île. Salut! C'est incroyable! Oui, c'est le merveilleux travail de nos ancêtres. Comment les ont-ils construites? Elles ont été taillées dans de la pierre volcanique dans la carrière même, puis transportées jusqu'ici. Il y a une carrière d'où ils extrayaient la pierre? Oui, par là. On peut y aller? Bien sûr. C'est à quelques minutes de là, dans une partie de l'île qui compte de nombreux volcans éteints. Nous laissons les chevaux en bas du volcan et commençons à grimper. Une fois arrivés en haut, un spectacle magnifique nous attend. Le cratère est devenu un lac et tout autour se dressent des centaines de visages en pierre. C'est fou! Elles sortent partout de terre. Il y en a combien? Sur toute l'île, à peu près 900. 900? Et elles viennent toutes de cette carrière? Oui. Ici, il y en a encore environ 300. Les autres sont éparpillées dans l'île. Et elles ont toute cette taille? Non, elles vont de 2 à 18 mètres. On dirait une fabrique de géants abandonnés. Il y a des statues partout. Certaines sont debout, d'autres couchées. Mais toutes sont gigantesques. Sergio me dit que pendant des siècles, la production ne s'est quasiment jamais arrêtée. L'endroit devait grouiller de gens qui sculptaient et transportaient les moaïs. Et puis, pour une raison inconnue, ils semblent avoir posé définitivement leurs outils. Pourquoi ? Je connaissais l'existence des statues avant de venir ici, mais je n'imaginais pas à quel point elles étaient immenses. Rendez-vous compte, celle-ci est encore à moitié sous terre. À l'époque où elles ont été sculptées, elles devaient être ce qu'il y avait de plus haut sur l'île. Elles dépassaient le sommet des arbres. Avec des techniques de l'âge de pierre, il a fallu beaucoup de temps et d'énergie pour créer et transporter les gigantesques moaïs. Ils devaient revêtir une grande importance pour les Pascouans, la population de Rapa Nui. Est-ce qu'on sait ce qu'ils représentent? Ils représentent les ancêtres. On pratiquait ici le culte des anciens. Il y avait beaucoup d'activités et de cérémonies tout autour. Sergio m'explique que quand un grand chef mourait, on élevait une statue en son honneur. La statue n'était pas seulement une représentation, elle était le défunt lui-même. Son esprit était là, dans la pierre. Et la statue tournait le dos au village de ses descendants pour le protéger. Les moaïs étaient les morts de Rapa Nui, qui montaient la garde pour les vivants. Maintenant, je sais pourquoi ces statues ont été créées. Mais il reste une question fascinante. Comment ont-elles été fabriquées ? C'est un véritable exploit de tailler et transporter des statues aussi gigantesques, surtout quand on voit le nombre qui en a été produit. On dénombre encore 900 statues sur l'île, mais ce n'est que la dernière génération. Sergio me dit qu'on a retrouvé des vestiges plus anciens. Le peuple de Rapa Nui produisait ces statues à une échelle quasi industrielle. Est-ce l'origine de la catastrophe écologique qui a ravagé l'île? Je veux en apprendre davantage sur la fabrication des statues. Sergio m'emmène rencontrer un maître sculpteur, José Rapu. Il fabrique un moaï dans la pierre. Il suit la technique traditionnelle? Tout à fait. Il sculpte un bloc de basalte. C'est un matériau très dense, semblable à l'original. Il se fractionne, bien sûr, quand on fabrique la statue. Celle-ci est presque finie. Je peux essayer? J'y vais, là? Elle est vraiment dure. J'arrive à peine à l'attaquer. La pierre est assez tendre, elle s'effrite. C'est comme ça qu'on peut lui donner sa forme. J'aimerais essayer, là. Oui, c'est plus facile. Bravo. Tu es en train de devenir un sculpteur de l'île de Pâques. Je ne suis qu'un apprenti. Voilà le maître. C'est plus facile que je ne le croyais, mais quand même très long. Sergio m'explique qu'il s'agissait d'un travail d'équipe. Si à l'époque José avait été l'artisan responsable de ce moaï, il aurait eu une équipe autour de lui. C'est exact. Toute la communauté aurait travaillé pour lui.
Il fallait combien de temps pour faire une statue? À peu près 1 an. C'est un sacré boulot. Si j'aidais José, nous pourrions peut-être terminer en 6 mois. Avec José, j'ai appris certaines techniques de base utilisées pour tailler les moailles. Mais je ne vois pas ce qui a pu causer le désastre écologique. Serait-ce le transport des statues? Nous retournons à la carrière. Sergio me montre une des merveilles de l'île. Un moaï à moitié achevé, haut de plus de 18 mètres et toujours accroché à la pierre. Voici l'un des 300 moaïs encore attachés à la carrière. On peut les dégager de ce côté. Elles étaient donc découpées et ensuite on les faisait glisser jusqu'au pied de la colline. Donc la carrière a été creusée au fil des années. Le sculpteur a taillé son moaï ici. Il a commencé par le visage qui est en dessous. Oui, on dirait qu'il a commencé par la tête et qu'il n'a jamais terminé le corps. C'est ça. C'est incroyable. Quel travail. Ce qui me semble le plus fou, c'est de le faire glisser jusqu'en bas. Le dos des moaïs avait la forme d'un canoë. Cela permettait de les faire glisser doucement sur les débris accumulés, comme sur une sorte de rampe. Avec la gravité et en poussant un peu, on pouvait la faire aller jusqu'en bas. C'est déjà extraordinaire de tailler ces immenses statues et de les déplacer en bas de la carrière. Mais quel exploit de leur faire traverser l'île! Une fois qu'elles étaient en bas de cette rampe, il fallait encore les transporter sur presque 20 km. Comment faisaient-ils? Je me demande si la statue couchée qui semble avoir été abandonnée au cours du transport pourra nous apporter des indices. Il est énorme. Combien pèse-t-il? Environ 50 tonnes. Nous arrivons bientôt parmi des statues alignées face contre terre. Celle-ci est vraiment grande, plus que la précédente. Elles ont l'air d'être toutes dirigées vers la carrière. C'est exact. Nous sommes sur la voie principale qu'elles empruntaient. Nous en connaissons 4. Ces routes ont été construites et nivelées avec attention pour faciliter le transport des statues. Cela montre qu'elles tombaient au cours du transport. Je veux savoir comment les hommes de Rapa Nui ont réussi à déplacer des pierres de 50 tonnes. Sergio a organisé pour moi une démonstration avec une réplique de l'une des plus petites statues. Il m'explique qu'au début, les archéologues ont pensé qu'on les déplaçait sur le dos, grâce à un système de traîneau. Le bois permet de déplacer beaucoup plus facilement des masses importantes sur un sol plat. Je comprends comment ils ont épuisé le bois d'une si petite île. Oui, on peut la déplacer comme ça. Mais est-ce vraiment l'explication? Toutes les statues que j'ai vues étaient face contre terre. Sergio m'explique qu'aujourd'hui, les archéologues pensent qu'elles n'étaient pas transportées sur le dos, mais face au sol, comme on les a trouvées. Mais il y a un problème. Alors ils auraient mis tout leur art pour sculpter ces statues magnifiques et ensuite ils les auraient fait glisser sur le ventre au risque de détruire leur travail. Vous avez raison. Ça n'a pas de sens de déployer autant d'énergie et de prendre le risque de déplacer les statues, le visage contre le sol. Mais Sergio a sa propre théorie. Je pense que les moaïs se déplaçaient en position verticale. Ça semble incroyable. Comment transporter à la verticale un bloc de pierre de 15 mètres de haut? Il est difficile de penser qu'on puisse transporter 60 tonnes sans l'aide de techniques avancées. Nous avons retrouvé des statues de plus de 80 tonnes qui ont été déplacées sur 8 ou 9 kilomètres. Nous avons ici un moaï achevé, pour la face et le dos. Mais la base n'a pas été terminée à la carrière, au contraire. Elle a été taillée de manière à lui permettre de se pencher, comme ça,
puis d'être tirée vers l'avant, comme si elle marchait. On la penche et on la tire. Un peu comme pour un réfrigérateur. Sa base a été conçue pour ça. Ils ont donné cette forme au bas de la pierre pour faciliter son transport. Exactement. Si elle est vraie, la théorie de Sergio n'en demeure pas moins étonnante. Donc des équipes, en tirant sur des cordes, parvenaient à contrôler le mouvement de balancier qui permettait à la statue d'avancer. Cela semble insensé, mais le socle arrondi des statues retrouvées sur leur trajet en est une preuve. Si les moaïs étaient transportés horizontalement, pourquoi sculpter leur base de façon à permettre ce mouvement de balancier qui fait pencher la statue de 5 à 6 degrés de chaque côté? Il fallait que les mouvements soient coordonnés. Alors la manœuvre s'accompagnait de chants. Cela permettait aux hommes de tirer tous ensemble, en rythme. Donc ils chantaient en déplaçant le moaï. Exactement, et c'est ainsi que le moaï avançait. Il y a des années, les anciens ont raconté à Sergio que les moaïs traversaient l'île en marchant. Il ne les avait pas crus, mais aujourd'hui, si. Peut-être bien que les statues marchaient. Si tout cela est vrai, on se demande pourquoi, en arrivant, les Européens ont trouvé une île complètement ravagée. Le transport des moaïs nécessitait-il une quantité de bois telle que cela ait causé la déforestation de l'île? Par contre, si les statues étaient déplacées à la verticale, il en fallait beaucoup moins. Et dans ce cas, le culte des statues et des anciens ne peut être la seule cause de la destruction de l'île. Il doit y avoir autre chose. Nous allons maintenant découvrir le tragique destin des Pascouans et leur tentative désespérée pour survivre. Ils pratiquaient le cannibalisme. L'île de Pâques est l'île habitée la plus éloignée des terres. J'essaie de découvrir l'histoire des Polynésiens qui y vivaient, les Pascouans. Une analyse de pollen a montré que quand le roi Otumatua et ses sujets ont débarqué sur l'île au 5e siècle, ils ont trouvé une épaisse forêt. 10 siècles plus tard, il ne restait quasiment plus rien et beaucoup de statues semblaient abandonnées. Que s'était-il passé ? J'espère que José Letellier, un spécialiste de l'île, pourra répondre à ma question. Il veut me montrer des vestiges qui prouvent qu'au XVIe siècle, les Pascouans se sont réfugiés sous terre. De quoi avaient-ils peur ? Nous arrivons à l'entrée d'un vaste réseau de grottes qui s'étend dans toute cette zone. Ces grottes sont en fait des tubes de lave creusés par la roche en fusion qui s'est échappée des volcans, éteints aujourd'hui depuis bien longtemps. On y est. Il y a ces murs, face aux tubes de lave, comme une sorte de fortification. Ces vestiges nous montrent que les grottes ont permis à la population de se protéger. Et regardez là-bas, vous avez la cuisine, avec le feu. Ah oui, le feu. Il est placé à l'extérieur pour que la fumée n'envahisse pas l'intérieur de la grotte. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de place pour s'asseoir autour. De quand cela date-t-il ? C'est difficile à croire, car vous pensez sans doute qu'elles ont été occupées au tout début de la colonisation de l'île. En fait, nous avons découvert qu'elles avaient été utilisées bien plus tard, sans doute vers le XVIe siècle. Donc 10 siècles après avoir débarqué sur l'île et 200 ans avant l'arrivée des Européens, la population de Rapa Nui s'est mise à vivre dans des grottes. Je me demande si cela a un rapport avec la déforestation de l'île et l'abandon des statues. Tout semble s'être produit au même
Tout ceci se déroule à l'époque où la situation se dégrade. On commence à se battre pour les ressources. Nous sommes dans un endroit très reculé d'où il est quasiment impossible de s'échapper. Ils se sont battus entre eux? Oui, il y avait des luttes intestines. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. José m'explique qu'au XVIe siècle, la guerre était endémique sur l'île. N'ayant plus de bois, les Pascouans ne pouvaient plus construire de grandes pirogues. Ils étaient coupés du reste du monde. Même la pêche était devenue difficile. La population se développant, la nourriture a commencé à manquer. Les hommes de Rapa Nui ont-ils été victimes de leur propre réussite? Sur cette île, loin de tout, ils ont créé une des civilisations mégalithiques les plus remarquables. Mais en prospérant, ils ont semé, sans le savoir, les graines de leur propre perte. À cause de la surpopulation, les terres cultivables se sont raréfiées. On a abattu les forêts. Un cercle vicieux s'est installé, accompagné d'une catastrophe écologique et d'une lutte pour la terre et pour la subsistance. La guerre a commencé à déchirer Rapa Nui. Au plus fort du conflit, les Pascouans se sont repliés vers les grottes. Selon les spécialistes, la population s'élevait alors à 20 000 habitants. C'est la taille d'une petite ville moyenne. Tout le monde, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient grandi ici. Tout le monde se connaissait, et beaucoup étaient même parents. Quand la tuerie a commencé, cela a dû être terrifiant. Ils se sont vraiment sentis pris au piège dans cette île où ils avaient toujours vécu. L'histoire de Rapa Nui, telle qu'on l'a racontée aux premiers colons européens, est tissée d'affrontements sanglants. Différents endroits de l'île portent le nom d'événements tragiques, comme le site d'Anakai Tagata. Pour savoir quel niveau de violence avait été atteint, je vais revoir Sergio Rapu. J'ai appris que cet endroit était appelé la grotte des cannibales. Le nom pascouan de cette grotte est Anakai Tagata. Il a deux sens. L'un est là où les gens mangent et l'autre, là où les gens sont mangés. Le cannibalisme était pratiqué ici? Au XVe et XVIe siècle, la situation était désespérée. Il est très probable que soient apparues des formes de cannibalisme. Tout était devenu rare, surtout la nourriture. Cela paraît donc logique. Qu'il y ait eu ou non des pratiques cannibales, la société Rapa Nui des XVe et XVIe siècles apparaît très inquiétante. On retrouve ce sentiment dans un nouveau type de statut créé au cours de cette période. Les Pascouans doivent affronter d'autres priorités et la construction des moaïs cesse. Mais un artisan crée une nouvelle forme de sculpture qui reflète la réalité menaçante du moment. On les appelle les moaïs kava kava. Ces visages squelettiques et grimaçants, taillés dans le bois, ont été créés alors que les combats ravageaient l'île, à une époque où la famine et la mort étaient omniprésentes. Ils sont de taille modeste, car on ne trouvait plus que de petits morceaux de bois. Ils descendent bien sûr des Moaïs, les ancêtres protecteurs puissants et pacifiques. Les habitants de Rapa Nui ne pouvaient-ils rien faire pour empêcher que leur île soit précipitée dans le chaos? Nous allons découvrir maintenant ce qu'ils ont inventé pour survivre. Le culte de l'homme oiseau. Ils descendaient cette falaise? C'est ça? Ils avaient des cordes? Non. L'histoire de l'île de Pâques est une incroyable épopée, à la fois héroïque et tragique. Les Polynésiens, qui les premiers ont découvert l'île au 5e siècle après Jésus-Christ, ont cru avoir trouvé le paradis sur Terre. Mais leur existence idyllique s'acheva un jour. L'île de Pâques est minuscule et n'offre que des ressources limitées. La population grandissait et les forêts ont peu à peu disparu. Au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de bois pour construire les bateaux qui leur permettaient de rester en contact avec le reste du monde.
Pris au piège, le peuple de Rapa Nui commença à se battre pour des ressources qui ne cessaient de diminuer. Longtemps avant l'arrivée des Européens, la famine et les conflits ravageaient l'île. Mais on m'a parlé d'un rituel créé par les Pascouans pour remédier à la situation. Voici le village cérémonial d'Orongo. De ce côté se trouve le cratère d'un volcan éteint. Et de l'autre, une falaise haute de 300 mètres qui tombe à pic dans des eaux infestées de requins. C'est à cet endroit que les habitants de Rapa Nui ont cru trouver une solution à leurs problèmes. J'espère que Sergio Rapu va pouvoir m'en dire plus. C'est super comme endroit. Il paraît qu'ici, dans le village d'Orongo, se déroulait quelque chose de tout à fait spécial. C'est là que l'on célébrait le culte de l'homme-oiseau. Le but était de redistribuer les ressources. Les chefs et leurs guerriers se rassemblaient ici une fois par an. Et ils concouraient pour obtenir le contrôle politique et économique de l'île. Tous les ans, la nidification de la sterne fuligineuse, un oiseau marin migrateur, marquait le début de la cérémonie du nouvel homme-oiseau. Les chefs de clan et leurs hommes se retrouvaient à Orongo pour une compétition qui allait désigner le clan qui dirigerait l'île l'année suivante. Avant cela, il n'y avait jamais eu de gouvernement unifié de l'île. Chaque clan adorait ses propres ancêtres et s'occupait de son territoire. Mais quand ils commençaient à se battre, rien ni personne ne pouvait plus les arrêter. Sergio, comme d'autres archéologues, pense que le culte de l'homme-oiseau s'est développé au plus fort des conflits, dans le but de les limiter. Les premiers Européens arrivés sur l'île ont rapporté des témoignages sur cette compétition quasi suicidaire. Ils partaient d'ici, d'Orongo, et prenaient ce chemin. Exactement. La compétition commençait quand les chefs de clan envoyaient leurs meilleurs guerriers pour descendre la falaise de 300 mètres de hauteur. Les hommes se préparaient pendant des semaines pour le concours. Ils avaient des flotteurs en roseau pour les aider dans l'épreuve de nage, qui devait les mener jusqu'à Motunui, un îlot tout près. Oh, regardez, ils se jetaient vraiment de cette falaise? Exactement. Et ensuite, ils quittaient l'île à la nage? Les guerriers se maintenaient en équilibre sur leurs flotteurs. Ils devaient lutter contre la houle venue de l'océan et les forts courants. Épuisés, ils escaladaient le Motu où se trouvaient les nids. Pour les Pascouans, la sterne était un oiseau magique. En effet, chaque année, lors de sa migration, elle parcourait des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan. Mais les insulaires qui la voyaient simplement apparaître à l'horizon pensaient qu'elle descendait des cieux, envoyée par les dieux. Ses œufs étaient un symbole de fertilité et de pouvoir. Dès que les concurrents en avaient trouvé un, ils devaient le rapporter à Orongo. Et bien sûr, il revenait à la nage. Oui, avec l'œuf. Et il devait escalader la falaise pour revenir ici. C'est ça. Quelle compétition! Le chef de clan du premier guerrier qui ramenait un œuf avait dès lors le pouvoir sur l'île et ses ressources pendant l'année suivante. Il devenait l'homme-oiseau jusqu'à la prochaine nidification et la prochaine compétition. C'est donc ce concours qui désignait le roi qui gouvernerait l'île avec son clan pendant un an. Oui, c'était une manière de valider un nouveau pouvoir. C'était une façon de résoudre les conflits pour un peuple affamé qui ne pouvait fuir l'île. Donc, d'après Sergio, les Pascouans ont inventé ce rituel pour limiter les conflits et préserver les ressources de l'île.
Nous allons tenter maintenant de suivre les traces des concurrents de la course de l'homme-oiseau et découvrir si cela a vraiment contribué à résoudre les problèmes de l'île. Si vous voyez un requin, surtout vous me prévenez. Mon enquête sur l'île de Pâques touche à son but. J'ai appris que les insulaires avaient provoqué une catastrophe écologique qui a déclenché des années de violence. Au XVe siècle, la société pasquane sombre dans le chaos. Elle crée alors le culte de l'homme-oiseau, une compétition annuelle qui permet d'élire un dirigeant au-delà des conflits qui enflamment l'île. Les concurrents descendent une falaise de 300 mètres de hauteur, puis parcourent plus d'1 kilomètre à la nage dans des eaux infestées de requins. Le clan du vainqueur prendra le contrôle de l'île au cours de l'année suivante. C'est sur cet étonnant rituel que je vais maintenant me pencher. Je veux surtout découvrir si le culte de l'homme-oiseau a réellement pu remédier à la situation désespérée de l'île. Ce qu'en dit Sergio est vraiment fascinant. Je suis donc venu ici, au port d'Angaroa, pour prendre un bateau au pied de la falaise et me rendre compte exactement en quoi consistait ce défi. D'Angaroa jusqu'aux falaises d'Orongo, il n'y a qu'1,5 kilomètre, mais c'est magnifique en bateau. J'aimerais que vous puissiez sentir la pureté de l'eau et de l'air. Ça doit être l'air le plus pur de la planète. Nous sommes tellement loin du continent et de la pollution. On respire vraiment ici. Ça devait être comme ça il y a 5 siècles, quand les Pasquans construisaient leur statue. Cet endroit est tellement préservé que l'eau est d'un bleu cobalt. Je n'ai jamais vu d'aussi clair, c'est sidérant. Quand on est sur l'océan, on voit les choses un peu différemment. De là-haut, le parcours ne semble pas si long, mais ça fait une bonne distance. Il doit y avoir presque 2 kilomètres de la côte jusqu'au Motu. Je ne m'étais pas non plus rendu compte de la force de la houle. Les concurrents devaient effectuer ce parcours entre le lever du soleil et midi. C'est beaucoup plus physique que je ne m'y attendais. Ça devait être chouette. Nous arrivons au point qui se trouve entre le pied de la falaise et le Motu, où se trouve Leni. Tout à l'heure avec Sergio, nous étions là-haut sur ces rochers, mais ça n'a pas l'air plus facile d'en bas. C'est une expédition insensée. De nos jours, c'est un parc protégé, on ne peut pas approcher de la falaise. Il est interdit de l'escalader ou de la descendre. Si je l'avais voulu, je n'aurais donc pas pu effectuer cette partie du parcours. Mais je peux faire la distance à la nage. Plus j'avance, et plus l'exploit de ses concurrents m'épate. Ils devaient être dans une forme physique exceptionnelle. C'est mon tour. Il faut que je comprenne comment utiliser ces flotteurs. La première chose que je découvre une fois dans l'eau, c'est la difficulté à s'équilibrer sur les flotteurs de roseau. Je comptais sur eux, je pensais qu'ils m'aideraient, mais il est déjà difficile de rester dessus. C'est plus dur que ce que je croyais. Et j'ai un long chemin à parcourir. Est-ce que j'ai pas l'air d'un phoque qu'un requin va dévorer? C'est ma seule préoccupation. L'obstacle le plus important, c'est le fort courant qui me repousse sans arrêt vers la falaise. Je n'arrête pas de me dire, ça y est, j'y suis presque. Et puis je lève le nez et je me dis, ah non, pas encore. Je suis maintenant dans l'eau depuis 1 heure. À cause du courant, je n'ai guère avancé et je commence sérieusement à fatiguer. Je crois que je vais devoir m'y résoudre. Je n'y arriverai pas. J'y ai pourtant mis tout mon courage. Les concurrents devaient être en grande forme physique. Peut-être aussi les courants étaient-ils moins forts lorsqu'ils se lançaient dans l'épreuve. Je n'y arrive pas. Je me demande combien de temps mettaient les nageurs pour arriver au Motu. Et s'ils y arrivaient tous. Même s'ils étaient très costauds, je me rends compte à quel point l'épreuve était dangereuse.
Couverts de bleu et meurtris par l'escalade de la falaise, trempés et épuisés par la nage, les concurrents arrivaient ici, au Motu. Ils n'étaient qu'à la moitié du parcours. Avant de s'en retourner, ils devaient explorer l'île à la recherche d'un œuf. Il y a des oiseaux partout ici. Des frégates voltigent au-dessus de nous dans le ciel. Il y a un petit là, ici. Ce n'est pas une sterne fuligineuse, ni l'oiseau que nous avons vu précédemment. En arrivant au Motu, ils devaient trouver un œuf de sterne et le placer sans doute délicatement dans leur coiffure. Ensuite, ils retournaient à la nage vers l'île principale. Après avoir passé encore un moment dans l'eau, les guerriers survivants se lançaient dans l'escalade de la falaise au sommet de laquelle les attendaient les chefs de clan. Ils étaient certainement très motivés, car ils savaient que c'était d'eux que dépendait l'attribution du pouvoir suprême à leur clan. J'ai encore des questions sur le culte de l'homme-oiseau. J'ai découvert l'incroyable exploit des concurrents. Mais est-ce que cela a vraiment permis d'unifier l'île et de préserver ses ressources? Je pose la question à un natif de Rapa Nui, l'archéologue Sergio Rapu. Le culte de l'homme-oiseau a été un succès. Il a permis à la population de Rapa Nui de survivre jusqu'à l'arrivée des Européens, c'est bien cela? Oui, c'était la fin de la période préhistorique de Rapa Nui. Les habitants ont survécu. Ils étaient devenus plus pauvres qu'à leur arrivée, et ils avaient complètement abandonné le culte de leurs ancêtres. Mais ils étaient vivants. Sergio m'explique que le culte de l'homme-oiseau ayant pris toute la place, les Pascouans ont abandonné le culte de leurs ancêtres. Les premiers Européens arrivent en 1772 et découvrent une population démoralisée et affamée, vivant parmi les statues couchées. J'ai l'impression que le culte de l'homme-oiseau est apparu un peu trop tard. Les hommes de Rapa Nui n'ont pu arrêter le processus qui se développait depuis des siècles. La leçon de Rapa Nui, c'est que notre monde devrait faire attention. Les gens qui se sont établis ici étaient très attentifs à leur environnement. Ils détectaient le moindre changement du vent, des courants marins ou dans le trajet des oiseaux. Et pourtant, ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient en train de détruire leur île. Le destin de l'île de Pâques est comme une parabole que nous pourrions méditer. Mais après des siècles de vie difficile, les Pascouans connaissent un nouveau développement. Des hommes comme Sergio prennent en charge leur héritage. Et les ancêtres semblent renaître. Bonjour Josh, ça va? Très bien. Regardez, elles ont l'air complètement différentes. Vous voyez, les ancêtres continuent à vivre ici. Sergio a découvert les yeux de corail que portaient à l'origine les statues. Je sais que vous êtes modeste, mais vous êtes celui qui a découvert ces yeux, n'est-ce pas? Oui, nous avons découvert la signification des yeux. Sergio est décidément trop modeste. On pensait jusqu'alors que les cavités orbitales des Moai étaient vides et qu'ils symbolisaient la mort. En 1978, avec son équipe, il a découvert des centaines de petits fragments de corail sous les monuments. Il n'en comprenait pas l'origine jusqu'à ce qu'il en pare une statue. C'est une aventure passionnante. Vous vous retrouvez devant tous ces morceaux de corail, vous ne savez pas ce que c'est, et tout d'un coup vous comprenez que ce sont leurs yeux. C'est merveilleux, parce qu'il donne un sens tout à fait différent à la statue. C'est très fort pour nous. Les anciens nous en parlaient toujours comme des visages vivants de nos ancêtres. Ainsi, en replaçant les yeux sur leur visage, vous avez rendu la vue à vos ancêtres. Oui, c'est ça. On n'avait jamais filmé les statues avec leurs yeux, tels que les anciens Pascouans les voyaient. Elles fixent leur regard au-dessus de l'île. Elles montent de nouveau la garde. Pour moi, ce voyage étonnant à Rapa Nui connaît une fin idéale.